Des classes préparatoires vont fermer à Paris. Ces voies d'excellence aux grandes écoles sont-elles menacées? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. François Pépin, vous êtes professeur de philo au lycée Lamartine. Bonjour. Bonjour. Sophie Autrise, vous êtes ancienne élève de classe préparatoire et vous préparez aujourd'hui l'agrégation. Bonjour. Bonjour. Frédéric Meunier, vous êtes professeur de géopolitique au lycée Saint-Louis à Paris et vous êtes membre de l'association des professeurs de prépa HEC. Bonjour. Bonjour. Et Jeanne Patureau, journaliste au Figaro Bonjour. étudiant. Alors, des classes préparatoires vont fermer à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien oui, c'est ce qu'ont appris les lycées, les professeurs parisiens dans une décision qui date du 13 novembre dernier, une décision du rectorat de Paris. Et cette décision concerne plusieurs classes, donc une classe de Cagnes au lycée Chaptal dans le 7e arrondissement, la seule Hippocagne de Lamartine dans le 9e arrondissement, une prépa ECG du lycée Jacques Decour dans le 9e arrondissement. Et elle pourrait également concerner deux autres lycées, des prépas scientifiques, celle du lycée Carnot dans le 17e et Claude Bernard dans le 16e. Alors, pour quelles raisons ces classes préparatoires ferment-elles? Eh bien, le rectorat avance plusieurs arguments. Le premier, c'est celui de la mixité sociale. Alors, selon lui, les 2 tiers des étudiants qui seraient dans ces établissements seraient issus de catégories socio-professionnelles très favorisées. Donc, selon le rectorat, il n'y aurait pas assez de brassage socio-culturel dans ces classes. Et puis, le rectorat évoque surtout la baisse des effectifs, puisqu'entre 2021 et 2022, le nombre d'étudiants, notamment en classe éco, a diminué de 10%. En prépa éco, pas en classe éco, économique. Non. Alors, pourquoi une telle baisse, en fait? C'est d'abord dû à la réforme du lycée, notamment pour ses prépas économiques, puisque avec la fin des maths obligatoires dans le tronc commun, les lycéens ont majoritairement choisi de quitter cette option, et donc il n'était plus possible pour eux ensuite d'accéder à ces classes ECG. Donc ça, c'est vraiment la première explication. Et puis la deuxième, c'est peut-être le manque d'attractivité de ces formations, puisqu'aujourd'hui on peut accéder à des grandes écoles de commerce sans passer par des classes préparatoires. Je pense notamment à la possibilité d'effectuer des bachelors. Donc on entre directement dans une formation et puis ensuite on peut raccrocher le wagon en intégrant même l'ESSEC ou HEC. François Pépin, pourquoi faut-il maintenir ces classes préparatoires? Parce que contrairement à ce que laisse entendre le rectorat, ce sont des classes qui ne sont pas liées à la reproduction sociale, bien au contraire, c'est des tremplins pour beaucoup d'élèves, quel que soit leur milieu. Il faut rappeler quand même que ce sont des classes gratuites, qu'elles se donnent les moyens d'accompagner tous les élèves, que le recrutement est très ouvert. Beaucoup plus qu'on ne croit. Par exemple, à Lamartine, on classe des élèves, après c'est eux qui choisissent de venir chez nous, et on classe entre un élève sur 2, un élève sur 3. Donc un élève sur 2 ou un élève sur 3 qui candidate chez nous, il a ses chances. Pas des classes élitistes. Et on met en œuvre un certain nombre de moyens, des tutorats, des accompagnements, pour faire en sorte que quand un élève est chez nous, du début jusqu'à la fin de l'année, on le garde et on lui permet d'aller aussi loin qu'il pourra. Donc, c'est assez difficile d'entendre l'argument de la mixité sociale, ou si, on va dire d'accord, mixité sociale, mais nous, on la développe. Frédéric Meunier, les classes préparatoires, c'est un système unique dans le monde, en France? Partout ailleurs, finalement, il y a des universités, à Harvard, aux États-Unis, à Oxford, Cambridge. Et puis en France, on a ces classes préparatoires. Oui, alors c'est une dualité qui remonte à la Révolution française. L'université était en quelque sorte soupçonnée d'avoir collaboré avec la royauté. Alors les révolutionnaires ont créé la dualité avec des systèmes de classes préparatoires. Néanmoins, il existe partout dans le monde des formations de type préparatoire. Parce qu'au fond, les 2 années de classe préparatoire, ce sont en quelque sorte des années d'un bachelor en arts libéraux, comme on dit aux États-Unis, un bachelor of liberal arts, c'est-à-dire ce sont la base d'une pyramide qui va permettre de se construire toute la vie. Et ça, finalement, et Bernard Belloc l'avait bien montré dans son livre « L'Académie au pays du capital », aux États-Unis, les 2 premières années en fait, des universités sont des années généralistes, avec beaucoup d'heures d'enseignement, des professeurs qui sont moins chercheurs et qui donnent, en quelque sorte, les connaissances nécessaires ensuite à l'édification de la suite des études. Donc, au fond, l'idée que les études les plus supérieurs se basent sur 1, 2, 3 ans de formation généraliste, eh bien, c'est ce qui permet la réussite. Et en fait, ce système est répliqué, existe à sa manière partout dans le monde. Donc, il ne faut jamais oublier que c'est l'intelligence générale qui résout des problèmes particuliers, pas l'inverse. Et donc, les classes préparatoires, on y reviendra sûrement, c'est leur force. Elles dotent les étudiants, d'où qu'ils viennent. Au lycée Saint-Louis à Paris, l'année où on a été premier au classement des grandes écoles, c'est l'année où on a eu plus de boursiers. On avait plus d'1 tiers de boursiers dans un lycée de la Montagne Sainte-Geneviève réputé élitiste, etc. Donc je rejoins tout à fait mon collègue. Ce sont des arguments, ma foi, qui sont très très discutables. Et les prépas sont une rupture de destin.
Sophie, pourquoi vous avez choisi une classe préparatoire et plutôt que l'université finalement? C'était assez soudain comme décision. Je dois dire que je ne connaissais pas du tout le système des prépas avant la terminale et qu'un professeur de lettres m'apprenne que ça existe. Et si je peux venir sur la spécificité de Lamartine, puisqu'il en est question en ce moment, c'est la dernière classe préparatoire orpheline qui existe encore à Paris. Victor Hugo a fermé il y a 2 ans, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle une classe préparatoire orpheline? C'est une classe orpheline? préparatoire qui n'a que sa classe d'hypocagne. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que la première année. Et l'équipe pédagogique s'occupait, et s'occupe encore cette année, d'accompagner avec énormément de soin, avec énormément de bienveillance, les élèves qui passaient en seconde année et qui restaient dans le système des prépas dans les classes suivantes. Donc, on pourrait avoir l'impression que donc, ce sont des classes à qui il manque une deuxième année. Et une deuxième année, etc. Mais vraiment pas du tout. Véritablement, Victor Hugo et Lamartine étaient véritablement des jalons dans le système et dans toute la matrice des prépas parisiennes, et les professeurs des autres prépas comme Chaptal, Louis le Grand, Henri IV, etc. venaient à la fin de l'année et venaient nous proposer leurs différentes formations avec leurs différentes spécialités, à quelles écoles de commerce ils préparaient, à quelles écoles normales supérieures ils préparaient et avec quel cursus. Et donc l'accompagnement se faisait avec beaucoup de soin, et Lamartine et Victor Hugo participaient véritablement au processus de recrutement des cagnes des autres prépas parisiennes notamment. Et donc le choix de Lamartine, de mon point de vue, était vraiment... et le choix de la prépa, le choix de la prépa en soi, véritablement... Vous auriez pu aller finalement en licence à la Sorbonne directement, oui, après le bac? Oui, bien sûr, mais c'était vendu, et ça s'est vraiment avéré comme étant une formation d'excellence. Ça vraiment... avec tout le sens que ça, sous tous ces bons aspects, dans le sens où la curiosité était satisfaite à son maximum. Toutes les matières étaient enrichies, étaient apprises avec passion, étaient enseignées avec passion, et c'était une excellente expérience pour enrichir notre curiosité et montrer tous les possibles qu'on avait quand on s'orientait dans une formation de lettres. Alors Jeanne, si les classes préparatoires sont critiquées en France, elles séduisent particulièrement un autre pays voisin, c'est le Maroc. Oui, tout à fait. Alors au Maroc, les classes préparatoires ont fait leur entrée dans les années 80. L'objectif, c'était de préparer les concours des grandes écoles marocaines et également françaises. D'après les chiffres du cabinet Archimède, en 2021, le Maroc comptait 12 000 élèves en classe préparatoire, et plus d'un tiers de ces élèves en classe préparatoire passaient les concours des grandes écoles françaises. Aussi bien en commerce qu'en ingénieur. Oui, aussi bien en commerce qu'en ingénieur. Pourquoi elles sont aussi populaires finalement dans ce pays et pas dans d'autres pays du Maghreb finalement? Alors parce que pour ces étudiants francophones, c'est un excellent moyen d'intégrer les meilleures écoles françaises qui vont leur permettre ensuite d'avoir une superbe carrière en France ou bien au Maroc. Et on remarque surtout une appétence pour les écoles d'ingénieurs. Parmi les quelques 40 000 étudiants marocains en France, plus de 10% sont dans des écoles d'ingénieurs en France. En 2021 également, 160 étudiants marocains étaient inscrits à Polytechnique. Alors ils entrent souvent par la voie des étudiants, les concours internationaux, donc, qui réservent peu de places, mais elles sont souvent briguées par les étudiants marocains. Comment expliquer leur réussite? Alors c'est surtout lié à leur excellent niveau en mathématiques. Ils ont un très bon programme qui ressemble peu ou prou à notre programme mathématique. Oui, on dit souvent que c'est le programme de Terminal C des années 80. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Et qui ressemble aussi à celui qui est enseigné finalement en première année de classe prépa scientifique, donc ce qui explique aussi leur belle réussite en la matière. Et puis le pays compte surtout une vingtaine d'excellentes classes préparatoires qui bénéficient aussi de très très bons moyens. C'est le cas par exemple d'une prépa dont on parle assez souvent au Maroc, qui est le lycée d'excellence de Ben Guérir, aussi appelé l'IDEX. Alors là-bas, les étudiants ont beaucoup de moyens, ils ont un énorme internat et puis ils ont aussi des superbes infrastructures, une grande piscine pour préparer l'épreuve sportive de Polytechnique, des très beaux ateliers pour préparer les TP, les travaux pratiques. Donc voilà, le taux de réussite y est excellent. Frédéric Munier, il y a une chose qui est un peu surprenante, c'est que ça fait longtemps finalement les écoles de commerce
finalement ont préparé le terrain en créant des admissions parallèles, des bachelors aujourd'hui, même HEC a créé son bachelor. Est-ce que les grandes écoles elles-mêmes ne sont pas en train de détruire les classes préparatoires? Alors ça, c'est une question difficile à laquelle que vous posez. Mais pour aller à l'essentiel, les grandes écoles aujourd'hui de commerce sont en compétition avec, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'école normale supérieure ou d'autres écoles, mais elles sont en compétition au niveau mondial. Bon. Et dans cette compétition-là, elles doivent accroître leurs revenus pour créer de nouveaux campus, créer de nouvelles formations, embaucher des enseignants-chercheurs de très haut niveau. Au classement du Figaro, par exemple. Par exemple, bien sûr, bien sûr. Et dans ces conditions, elles ont besoin de plus de moyens. Donc elles ont ouvert effectivement des formations parallèles. Néanmoins, il se trouve que j'enseigne également en business school. Ce qu'on voit très clairement à l'intérieur, c'est qu'elles savent très bien que les publics de prépa restent évidemment les publics privilégiés, même si effectivement elles les couplent avec d'autres. Et moi, je ne suis pas d'ailleurs tout à fait opposé à ce que, au niveau du master, par exemple, eh bien, des élèves qui sont passés par l'université ou par d'autres formations, vous voyez, qui ont fait du droit ou autre chose, etc., rejoignent les business schools. Ça permet d'avoir, in fine, un corps un peu plus diversifié. Maintenant, il est clair, par exemple, quand on regarde les meilleurs business schools, elles recrutent principalement, pour ne pas dire pour certaines, exclusivement pour l'année de L3 en classe prépa, ce qui est le cas d'HEC. Le bachelor d'HEC dont vous parlez est un bachelor avec la Bocconi qui est spécialisé dans la data. C'est donc pas du tout un bachelor qui est une sorte de voie parallèle à la prépa. Avec les programmes des grandes écoles. Ce sont d'autres publics. Et dedans, il y aura d'ailleurs probablement pas tellement de Français que ça, ce sont des bachelors internationaux. Les vrais bachelors, les BBA, mais même Polytechnique a créé son bachelor, l'école centrale, en essayant en effet de capter des publics internationaux, parce que ce sont des bachelors en anglais. Alors, mais tout ça fait concurrence finalement à notre classe préparatoire. Voyons les choses autrement. Le public, il y a 2 millions, enfin, il y a 2 millions d'étudiants en France, plus même. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit en quelque sorte, c'est un problème beaucoup plus large de privatisation du supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on le sait bien, l'université se porte mal, elle n'est pas assez dotée, ce n'est pas de la faute des universités, qu'on le comprenne bien. Elles ne sont pas assez dotées, elles manquent de moyens, etc. Et le gouvernement, face à ça, et les gouvernements successifs d'ailleurs, ont laissé une forme de privatisation. Et à certains égards, les formations dont vous parlez, les bachelors, qui à mon avis ne sont pas tout à fait concurrentes des classes préparatoires, elles peuvent l'être dans certains cas pour des petites écoles, eh bien, elles vont offrir un boulot à des enfants qui, s'ils étaient passés par d'autres formations, n'auraient peut-être pas eu. Donc, le problème est extrêmement épineux. J'insiste sur une chose tout de même pour répondre à votre question, c'est que peut-être que ce risque de vampirisation dont vous parlez, des écoles par elles-mêmes en quelque sorte, oui. Eh bien, aujourd'hui il y a eu une prise de conscience et pour la première année d'ailleurs, les grandes écoles de management ont mis en place une campagne dédiée à l'information sur les classes préparatoires, Prépare-toi, donc une campagne qui a démarré pour Parcoursup 2024. Donc si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'après des créations parfois peut-être un peu rapides ou anarchiques de bachelors, de voies, etc., les écoles sont en train elles-mêmes de classifier afin de pouvoir davantage dire à des publics, si tu es comme ça, va plutôt là, et si, par exemple, travailler beaucoup pour te préparer à de très grandes études ne te fait pas peur, la voie de la prépa est pour toi. Je veux dire, moi, je suis passé par une prépa, ici, on est tous passés par des prépas, c'est une voie exceptionnelle. Non, avec Jeanne. Eh bien, vous voyez... Jeanne est passée par une prépa. Bon, mais moi, je suis la seule, finalement, à avoir c'est pas grave. À cette table. Mais pour finir simplement dessus, il faut des voix pour à peu près tous les candidats. François Pépin, on a un peu l'impression quand même, ou alors est-ce que c'est une fausse idée, que le ministère souhaite la fin des prépas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre sentiment? Pas tout à fait. Parce que finalement, ces prépas coûtent cher. Je pense qu'il y a des tensions internes, en fait, à différentes échelles dans l'éducation nationale, parce qu'on a à la fois des gens qui regardent les prépas en se disant que c'est archaïque, que c'est élitiste, et probablement aussi qui se disent mettons ça dans le privé. Et puis on a d'autres gens qui défendent les classes prépa. Donc on a des interlocuteurs à toutes les échelles qui sont aussi, je dirais, du côté de ce qui fonctionne bien et qui essaient d'améliorer un peu tout. Et parmi ce qui fonctionne bien, on a bien les classes prépa. Donc non, je ne pense pas que ce soit une politique globale du ministère. Et d'ailleurs, nous, là, en ce moment, nous comptons sur le ministère. C'est-à-dire que le rectorat a pris sa décision et ce qu'on espère encore, c'est que le ministère revienne dessus. Et on sait qu'au ministère, il y a des gens qui considèrent que ces fermetures sont quand même... discutable. Donc, je dirais pas. Je pense que je serais nuancé. D'accord, il n'y a pas de volonté derrière. Ça existe aussi. Mais ajouter quelque chose, Frédéric Munier? Oui, alors sur l'argument, vous savez, du prix, c'est toujours extraordinaire. Je crois qu'il faut qu'on passe de l'addition à la multiplication et à la division. Un élève de classe préparatoire coûte 15 000 € à peu près. Donc, sur 2 ans de classe prépa, 30 000 €. Très bien. Mais sur 2 ans, il a environ 1500 heures de cours. Alors que quelqu'un passé, par exemple, par l'université en a moitié moins. Quand vous rapportez à l'heure de cours, d'une part, et à la réussite, puisqu'en 2 ans, la plupart, c'est la formation la plus efficiente du supérieur. C'est la moins chère rapportée à l'heure de cours. Et puis la moins chère pour les élèves.
Alors, ça, c'est autre chose. Mais effectivement, comme mon collègue le disait, c'est une formation, n'oublions pas, et c'est aussi pour ça qu'elle a une rupture de destin. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et même dans des prépas privés sous contrat, l'inscription est modique. Donc, on a une formation de très grande qualité. D'ailleurs, c'est assez curieux, je ne sais pas, vous, c'était un critère, le prix de la formation, finalement Oui. Le fait que ce soit gratuit, parce que c'est un peu curieux d'accuser cette formation d'être élitiste et d'être réservée à la bourgeoisie, alors qu'en réalité, elle est gratuite. Oui, tout à fait. Je trouve d'ailleurs qu'il y a sans doute quand on... Alors, l'arrivée à la Sorbonne s'est faite donc avec la rencontre des élèves qui venaient de licence et qui rejoignaient le même master que moi, donc un master de lettres classiques dans mon cas. Mais je pense qu'il faut vraiment aussi qu'il y a aussi un regard du public sur les classes préparatoires qui regarde en effet, comme vous dites, cet environnement comme quelque chose d'extrêmement élitiste et comme quelque chose qui coûte cher, etc. Alors que c'est pas du tout comment dire, en effet, l'encadrement, l'encadrement dont vous parlez de toutes les heures que nous avons par semaine par rapport à celui qu'il y a en faculté, permet véritablement d'avoir des élèves qui vont tenir le coup de leurs études et il va énormément les accompagner dans leur filière d'orientation. Donc finalement, quelqu'un qui aurait beaucoup plus besoin d'encadrement, beaucoup plus besoin finalement d'être dans une petite classe plutôt que d'être dans un grand amphi, il va être beaucoup plus aidé en classe préparatoire. Exactement. Et c'est une grande chance. Et c'est assez paradoxal. Ça, je pense que le public ne s'en rend pas suffisamment compte et a l'impression que les prépas, c'est pour les personnes qui ont les moyens de faire de la reproduction sociale ou pour les excellents élèves ou ou pour les personnes qui ont directement l'idée de faire une grande école, HEC, les mines, vous avez fait une classe préparatoire, finalement vous n'avez pas eu l'ENS. Je n'ai pas eu l'ENS. Voilà, vous êtes rentré à l'université. Est-ce que vous avez vu une différence de niveau entre ceux qui avaient fait leur licence à l'université et vous qui venez de classe préparatoire? Eh bien, non. Enfin, comment dire? Peut-être dans la rigueur de travail C'est une question de rigueur de travail. Quand je suis arrivée à l'université, donc à titre personnel, moi je suis arrivée dans une filière de lettres classiques. La chance que mes collègues ont à l'université, c'est qu'ils n'ont fait qu'une matière et donc ils étaient extrêmement bien formés dans toute cette matière qu'ils avaient choisie depuis la L1. En classe préparatoire, on avait certes un gros retard à rattraper, mais l'accompagnement, la formation, le fait d'avoir des exercices oraux et écrits à rendre toutes les semaines, la préparation pendant 2 années de Cagne au concours, l'accompagnement extrêmement précieux et et j'insiste vraiment là-dessus, surtout pour Lamartine, je prêche pour ma paroisse, surtout pour Lamartine, l'accompagnement extrêmement précieux, extrêmement bienveillant des professeurs qui étaient avec nous, et ce qui est sans doute le grand avantage d'une prépa orpheline, d'avoir une équipe pédagogique qui est vraiment concentrée avec énormément de bienveillance sur une seule classe, même si c'est à l'heure actuelle de 46 élèves, je crois. Ouais, c'est ça. Donc tout ça était un accompagnement où on était vraiment choyés. On reproche à ces prépas parisiennes d'avoir peu de candidats, de ne pas remplir. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est faux, en fait. C'est faux. C'est-à-dire qu'on a eu en classe préparatoire littéraire un moment de désaffection relative. Et effectivement, on a connu, par exemple, à Lamartine, des années où on arrivait à une quarantaine d'élèves. Mais d'abord, 40, c'est pas 10. Et il faut bien rappeler que, alors que le rectorat compte en pensant au maximum, 48, la norme officielle de l'éducation nationale, c'est 36. Et au-delà de 36, on est en effectif pléthorique. Absolument. Donc, en c'est un statut chez nous. Bon, ils comptent comme ça les arrange. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que depuis quelques années, on n'a pas de problème à avoir cette année 46, l'année dernière 44 élèves. On a plus de 1000 candidatures sur Parcoursup. Donc, il y a eu effectivement un moment de doute. On s'est dit, est-ce que c'est des classes qui vont encore attirer suffisamment d'élèves? Et le doute est levé. Elles attirent suffisamment d'élèves. Frédéric Meunier, on parle souvent de baisse de candidatures dans les classes préparatoires. Qu'en est-il cette année? Alors cette année, donc on attend les chiffres du ministère. On a fait une enquête à la PHEC. Il faut comprendre qu'on est dans un double contexte baissier en général, puisque le nombre d'étudiants a tendance à baisser. 1. 2. Comme vous l'avez souligné, le vivier que nous avions en prépa EC, les matheux, ça a été divisé par 2. Et malgré ça, cette année... Suite à la réforme du bac. Finalement. Absolument. Et suite à ça, cette année, on aurait donc, au moment où je vous parle, plus 4 à 5%, dans un contexte baissier. Donc si vous voulez, si les actions à la bourse baissent partout et qu'il y a une entreprise dans laquelle ça monte de 5, on est vraiment des grands victorieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais beaucoup de salons. On voit bien aujourd'hui que les parents, quand on leur parle de cette formation qui est gratuite, qui est exigeante,
Ils comprennent aussi que le secondaire est un peu en difficulté, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, et ils comprennent qu'ils auront une formation à la fois gratuite et exigeante, parce que c'est plus simple de réussir en prépa, c'est plus simple de réussir dans une petite classe, c'est plus simple de réussir quand on a un objectif à 18 mois à peu près devant soi. Il y a, dans les prépas ECG, il y a plus de places en école que d'élèves en prépa, donc c'est plus simple de réussir. Tout le monde Oui, réussit. parce que certaines familles ont peur de l'esprit de compétition en se disant que leur enfant ne pourra pas supporter cette pression. Cette question, nos étudiants sont toujours surpris en se disant c'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est pas la compétition. Ce qu'on peut dire, ce que vous disiez, de le répéter, c'est qu'il y a plus de places en école que de candidats finalement. Pour les prépas économiques et commerciales, oui, c'est le cas, mais de façon générale, il n'y a pas d'échec. Quand on est sorti, quand on sort Pour les de prépa, écoles d'ingénieurs, c'est pareil. Bien sûr, Oui, moi, je fais une Hippocagne comme Et vous. pour les classes littéraires, il y a un élève sur 4 qui rentre dans une école, pas une ENS. Mais dans une école. Oui, ce qui est 5%. perturbant, c'est que finalement, Mais il y a très peu de d'autres gens écoles. intègrent évidemment Oui, mais ça- l'ENS Ulm, mais ils font d'autres choses. Oui, et puis ça, sûr. c'est connu depuis longtemps que réussir sa classe prépa, ça ne revient pas à réussir telle ou telle école. C'est parce qu'après, on continue des études longues, on peut être C'est très content de s'épanouir ensuite à l'université. Donc, bon, d'ailleurs, le rectorat ne prétend pas le contraire. Tout le Non. monde sait que c'est pas parce qu'on n'a qu'un cagneux sur 4 qui a une école que les cagnes seraient des mauvaises classes. Ça serait Ouais. ridicule de dire ça. Jeanne, vous avez fait une prépa littéraire, J'ai fait une première année. une première année, Et j'ai poursuivi en fac de droit. et en fac de droit, Mm. et après une grande école de journalisme. Oui, tout à fait. Donc, comme quoi, Tout est possible. tout est possible. Au niveau national, 95% des jeunes qui intègrent une classe préparatoire ont un bac plus 5. Donc, comme on le disait à l'instant, c'est vraiment une piste, si vous voulez, qui vous mène vers le bac plus 5, ou plus d'ailleurs, bien. Ouais. Et, donc qui est très diplômant, bien sûr. Et Jeanne, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être passée par une classe préparatoire? C'est ce que vous disiez, c'était la rigueur de travail, le fait d'être évalué, le fait aussi d'avoir une évaluation fréquente à l'oral, qui était pour moi une grande épreuve en sortant du lycée, un lycée public où j'étais plutôt à l'aise. Et là, c'était vraiment être confronté en colle avec 2 camarades à chaque fois. Et c'était pas du tout un esprit de compétition, au contraire, c'était extrêmement stimulant. Ça fait aussi de très très belles amitiés. Ah, ça, on On le dit, non, oui. On peut pas On le le mettre dit sur pas un assez, CV, mais non, non, oui, Mais c'est une ça grande aide. gourmandise d'apprendre et de découvrir. Mais François Pépin, où en êtes-vous aujourd'hui, puisque la classe prépa, c'est décidé, c'est acté, il n'y a pas d'espoir? Si, alors le rectorat a rendu sa copie, donc Lamartine ferme, les autres classes qui étaient sur la sellette aussi, mais on espère encore une réaction du ministère, sachant qu'on a eu pas mal de relais, grâce à vous aussi. On a la possibilité de casser peut-être un certain nombre de préjugés et de dire des choses simples, mais qui ne sont pas toujours entendues. Donc on espère maintenant que le ministère, parce que c'est quand même lui qui décide pour des fermetures de ce niveau-là, c'est quand même à la fin ministériel, on espère que le ministère prendra conscience que c'est une erreur, tout simplement. Et à la limite, si on veut améliorer, par exemple, la mixité sociale, le brassage dans les classes, il y a des moyens de le faire. C'est pour ça, à mon avis, qu'il faudrait essayer. Il y a déjà des critères, on le sait peu, mais finalement, il existe des taux de boursiers en fait, obligatoires dans la plupart des formations sélectives. Aujourd'hui, dans les classes préparatoires, si vous êtes boursier, vous avez plus de chances finalement, à niveau égal, d'être admis dans une classe prépa. On fait très attention à ça. Il y a beaucoup d'élèves chez nous qui viennent de Cordée de la Réussite. Ce sont des élèves qui ont été repérés dans leur lycée et qui ont été suivis par des enseignants, des tuteurs, et à qui on donne, simplement comme vous en parliez tout à l'heure, on leur explique que les classes prépa existent, parce qu'il ne faut pas croire, on perd, entre guillemets, plein d'élèves qui s'autocensurent, qui ne nous connaissent pas, Exactement. alors qu'ils auraient leur chance, tout à fait leur chance en classe prépa, et par les moyens pédagogiques dont on parlait, ils auraient la chance d'être épaulés et excello en latin, donc de sortir, de s'élever. De sortir du... De sortir de l'eau, de s'élever. Est-ce que vous faites aussi des efforts pour faire connaître les classes préparatoires, Oui. justement? Parce que souvent, sur les salons de l'orientation, je suis bien placée pour le savoir, on voit beaucoup d'écoles privées, et finalement, les classes préparatoires sont assez absentes. Oui, alors nous, on fait pas mal de choses. Par exemple, il y a un salon le 13 janvier où moi, je vais présenter les prépas en général. Après, je vois que j'ai des collègues qui sont là, et je vais donner un coup de main, et on a des parents et des élèves qui viennent nous voir. Et pour moi, c'est un vrai devoir de citoyen, d'enseignant de le faire, justement, parce que ce qu'il faut briser, c'est l'autocensure. C'est dire, mais vous avez votre place, si vous candidatez, que vous avez le prix, d'où vous venez. Alors, il faut reconnaître que ça, c'est un effort qui a été mené, je dirais, depuis 15-20 ans, qui n'était pas forcément fait avant. Oui. Il y a eu là des progrès considérables. Nous, on accueille aussi à Lamartine
des élèves pour une demi-journée, s'ils veulent voir comment ça se passe. On appelle ça une immersion. On l'avait beaucoup développé pendant le Covid et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait continuer. On a les journées portes ouvertes où on essaie de montrer à la fois ce que nous, on sait faire, mais aussi l'établissement. Les élèves vont discuter avec les élèves, les anciens élèves. Donc, ils peuvent un peu voir comment ça fonctionne. Donc, effectivement, on pouvait considérer que, par exemple, moi, quand j'ai candidaté en Hippocagne, qu'on savait très peu de choses et que soit on avait des parents qui connaissaient et on a été un peu informés, soit non. Je crois que c'est fini. Alors, on peut toujours aller plus loin. Mais ce que je regrette, c'est qu'au lieu de fermer des classes prépa, le ministère ferait mieux, justement, d'avancer de cette direction-là. Parce que c'est surtout les équipes locales qui font ça. Oui. On a très peu de relais du ministère. Parcoursup ne nous aide pas beaucoup. Après, oui, c'est sans doute pour faire des économies quand même. Donc, il y a toujours l'idée que ces prépas coûtent cher, même si vous disiez que ce n'est pas forcément le cas, mais quand même. Donc, je trouve qu'elles sont faciles à supprimer, en fait. Oui. C'est plus ça ne coûte pas si cher que ça. Non, ça coûte pas si cher, encore une fois. La démonstration est très facile à faire avec une division. Mais on est devant un vrai problème de société. Les résultats de PISA sont tombés la semaine dernière. Il va falloir, à un moment ou à un autre, que l'État s'engage dans une politique éducative qui soit ambitieuse, et ça à partir de l'école maternelle, bien sûr, parce qu'on sait que on nous demande de rattraper des taux de boursiers in fine, alors que nous sommes en fin de course. Les inégalités se sont creusées 15 ans avant qu'on prenne les étudiants. Donc il faut absolument qu'il y ait une vraie politique éducative, et ce n'est pas du coup par coup avec des fermetures qui va régler quoi que ce soit. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à cette émission et on souhaite bon vent aux prépas et longue vie aux prépas surtout. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle émission de Paris d'École. À bientôt. Merci.